Charlotte, si tu veux, on peut Oui, commencer. tout à fait. Ok, c'est parfait. Eh bien, bienvenue à tous pour cet embarquement de fin de parcours Extraordinaire Voyage 2021. Donc, on est plutôt sur des mouvements intérieurs pour cet après-midi. Donc, ce qui se passe dans notre corps lorsque les émotions surviennent et puis ce que ça peut générer dans certains cas quand elles sont soit mal contrôlées, mal comprises ou mal reçues. Et comment est-ce qu'on peut travailler autour de ça pour mieux être ensemble? Tu veux rajouter quelque chose, ma Charlotte? Tout est exactement comme je veux. Très bien. C'est Donc, parfait, tout est clair. on part pour 1h30 de voyage. Ouais. 1h30 qui va se découper, on vous le redira tout à l'heure, avec un peu de théorie, un peu de pratique, et puis un temps d'échange pour terminer et voir comment apprendre et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place à la sortie pour aller vers ce mieux-être. Donc, on va vous embarquer avec Charlotte, qui est du Oui. Canada. Donc, il Oui. est 8 heures du matin chez Montréal. Oui. eux. Voilà. Ben, 8 Et heures et puis, demie donc, poussière. un petit voyage franco-canadien, franco-québécois. Oui, exactement. Bienvenue à tous. Alors, On va aussi parler des conflits et c'est pas parce qu'on en a. Hein, Victorie? Toi et moi, les conflits, on en parle, mais on n'en vit pas. je pense qu'on en vit tous, ne serait-ce qu'avec soi-même. Oui, mais pas entre nous. Non. Non. On les traite créativement. Excellent. Alors, donc, ça s'intitule Les mouvements intérieurs, émotions et conflits en entreprise. Allons-y. Je vais commencer par vous présenter Victorine. Vous pouvez lire ses notes biographiques ou académiques sur la diapositive. Moi, je vais vous parler de Victorine avec mon cœur parce que c'est exactement ce qui s'est arrivé. C'est un mouvement du cœur qui s'est produit entre elle et moi. Victorine a écrit à un moment donné qu'elle croit en l'entreprise vivante. Mais c'est parce qu'elle ne fait pas que croire. Elle y croit comme croître aussi. C'est aussi pour elle une énorme croissance et c'est quelque chose qui est très important, l'apprentissage, avancer, grandir. On a beaucoup de points communs, comme vous allez le voir sur la diapositive suivante. Et ça a été vraiment ce que les Anglais appellent un meeting of the minds, un meeting of the hearts, un meeting of the souls. C'est une fille formidable. Puis j'ai un énorme plaisir à travailler avec elle. Je n'étais pas censée pleurer dès le début. Ça arrive. Et j'ai aucune honte avec ça. Merci, Charlotte. Donc, l'intention ici, pour moi, c'est vraiment dans ce qu'on va partager ensemble, de pouvoir mieux se comprendre pour activer des leviers de mieux vivre ensemble. Oui. Et Charlotte, de son côté, ça va être apprendre et grandir en équipe avec vous tous. Alors, pareil, elle va avoir tout son calibre d'expérience et de formation qui est affiché ici. Et c'est surtout une personne d'un altruisme sans pareil. Je vois Stéphane de l'autre côté. Je vois mon papa aussi qui est là. Andrea, Claude, des personnes qu'on qualifierait de ce qu'il y a de plus altruiste. Et voilà. Et Charlotte, elle incarne à merveille aussi cette qualité. Alors, on espère pouvoir vous faire voyager avec ce petit fil directeur et vous amener dans un monde, non pas un monde de bisounours, mais plutôt un monde où on croit profondément en l'amour universel et on a la conviction que faire avec plutôt que lutter contre, ça sauvera tous les enjeux auxquels on va être confronté et auxquels on est déjà confronté. Et la bienveillance, c'est pas une histoire de bisounours, c'est pas quelque chose à mépriser ou à regarder de haut. C'est à regarder à l'intérieur. Je te laisse présenter notre
chemin? Tout à fait. Alors, bon, on va commencer par briser la glace, c'est-à-dire vous demander quelles sont vos attentes. Ensuite, on va avoir un mouvement théorique. Je m'entends, hein? Est-ce que tu peux fermer juste temporairement ton micro? Parce que ça fait de l'écho. Merci. Parfait. Alors, c'est excellent. Alors, le mouvement théorique, c'est les émotions dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça va être la partie de ma belle Victorine. Leur influence dans les relations, la naissance de conflits. Ensuite, on va parler des conflits parce que Victorine va faire le lien, bien entendu. On va parler ensuite des conflits, des émotions et des conflits comme étant un mouvement d'apprentissage. On va passer ensuite au mouvement pratique, qui est un atelier, et on va vous demander vos feedbacks et votre retour d'expérience. Alors, ça complète, je pense. Maintenant, on peut vous demander quelles sont vos attentes. Est-ce que je peux aller de l'un à l'autre et peut-être que Victorine peut rallumer maintenant et participer à cet échange-là. Merci. Merci, Charlotte. Alors, on vous écoute. On va commencer par Stéphane, parce qu'il est le premier en avant. Ben, quoi qu'on pourrait demander à Claude, mais lui, je les connais, ses attentes. Oui, mais pas nous. Ah oui, alors, donc, je vais commencer par Stéphane et je vais revenir à Claude tout de suite après. D'accord. Moi, mes attentes, c'est plus de la curiosité parce que c'est un sujet qui me parle et je ne sais pas finalement sous quel angle il sera traité. Vous allez l'aborder dans cet atelier. Est-ce que c'est sur l'angle de la pratique, l'angle du concept? Je ne sais pas trop. J'y viens avec beaucoup de curiosité. Et j'y viens totalement libre en fait. J'ai pas d'attente particulière. Comment vous dire? C'est un sujet qu'on essaie de traiter, de prendre en compte dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et peut-être que ça va m'amener aussi d'autres. Ouais, si je pouvais exprimer une attente, ce serait de continuer à m'ouvrir les chakras sur cette intégration des émotions dans le monde de l'entreprise. Mais merci beaucoup, Stéphane. On va essayer de correspondre à ces attentes bien raisonnables. Merci beaucoup. Claude? Allume ton micro. Non. Audio. Hey. C'est bon. OK, parfait. Mes attentes, regardez, après 45 ans de mariage, quelque part, il faut qu'on gère une fois pour tous nos conflits. Hein, ça fait que je viens ici enfin, pour trouver des solutions à mon mal d'être. Hein? Merci quand même. C'est tout? Andrea? Ben oui. Non, moi, je viens pour apprendre avec vous. Je viens pour être avec vous. Puis, j'ai amené Claudia avec moi, entre autres. Là, ça fait que ça va bien aller. Comment ça me pompe l'air, Claudia, là? Merci, Claude. Andrea? Alors moi, du coup, je n'ai pas d'attente. Et plusieurs mois maintenant que j'essaie de ne plus avoir d'attente sur les choses et que j'y vais un petit peu avec ouverture et je prends ce qu'on me donne, mais je n'ai pas d'attente particulière en fait. Je suis open mind et voilà, je vais vivre l'expérience. C'est bien. C'en est une attente, ça, vivre l'expérience. Merci beaucoup. Tabac. C'est mon père, Gaël. Ah, bonjour. Si vous Allume ton voulez mettre micro, votre papa. micro. Oui, bonjour tout le monde. Oui, moi je suis ici parce que Victorine, ma fille, je l'aime beaucoup et puis c'est quelqu'un de passionné et voilà, avec qui on partage beaucoup de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous tous qui êtes ici, c'est super parce que la vie est vraiment bien faite. On en ressort toujours de ce genre de choses, de ce genre de, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est pas une réunion, je ne sais pas comment tu appelles ça, Victorine. Un atelier. Un atelier, voilà. Conférence atelier. Avec plein d'idées, avec plein d'étoiles qui
qui s'illumine partout autour de nous. Et ben, profitez-en, même si vous n'attendez rien, vous allez pouvoir, il va forcément se passer quelque chose. Et donc, allez-y surtout. Hein, prenez tout ce qu'il y a à prendre, comme vous le disiez tout à l'heure, Andrea. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Merci. Témoana. Alors moi j'ai une grande bonjour. Alors j'ai une grande attente parce que j'avais le cœur déchiré. J'ai laissé les autres copains de l'autre voyage. Voilà, il y a deux autres voyages super intéressants de l'autre côté. Alors, Oui, il va tout de alors suite après. je vous ai choisi donc, Merci. parce que vous proposez un atelier et je me suis dit les autres je pourrais les regarder par la suite. Oui. Mais voilà. Merci Témoana. Et on va repartir avec toi pour l'autre destination après. Merci. Nicolas. Vous m'entendez? Oui, Oui, on ne te voit pas, bonjour. mais on vous entend. Non, je suis mal peigné, donc non, on va éviter la vidéo. J'ai aucune attente à ce sujet-là, moi. Merci. Allez-y. Alors, moi, pourquoi? Alors déjà, je ne connaissais pas du tout cette thématique-là des extraordinaires voyages. C'est l'un de mes formateurs qui m'a appris ça. Je finis d'un cycle de formation en responsable QSE. J'envisage peut-être par la suite d'aller sur un master spécialisé en stratégie QSE, à voir, c'est toujours en réflexion. Pourquoi avoir pris cet atelier? Parce que je suis rempli d'émotions tout le temps, voir si c'est possible de gérer ça, voir si c'est possible de bien communiquer avec les gens avec qui j'ai des affinités ou pas, ou comment m'en sortir en entreprise. Voilà. Très bien. Merci. Ce sont des attentes fort intéressantes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Qui j'ai après? Olivier. Olivier. Ouais. Oui. Bonjour, Olivier. Pourtant, le micro est bien là. On reviendra voir Olivier On va revenir. après. OK. Audrey? Alors, on va passer Audrey. Oui. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, l'attente, j'ai beaucoup de curiosité. Déjà, voilà, ça va nourrir ma curiosité aujourd'hui. Et puis, mon attente, c'est peut-être quelques apprentissages parce que au quotidien, moi, j'accompagne des managers autour d'ateliers d'intelligence collective et j'essaye de remettre avec eux une sorte de connexion à leurs émotions, cette autorisation de se connecter à ces émotions dans un monde où on est connecté de partout, mais de moins en moins à ces émotions et notamment dans le monde de l'entreprise. Et je me dis que cette séance, c'est la bonne occasion aussi pour peut-être récupérer des tips, des petites choses que je pourrais leur apporter aussi en atelier, puis me nourrir moi, parce que je suis un être fait d'émotions également. Donc voilà, malheureusement, je pense que je ne pourrais pas être avec vous jusqu'au bout, et je préfère le dire maintenant, je devrais vous quitter un petit peu avant 15 h. Donc je vois que la séance est enregistrée, peut-être qu'on aura un replay, et ça serait très chouette, mais en tout cas, je vais prendre beaucoup de plaisir, je pense, dans la partie à laquelle je vais pouvoir assister. Merci beaucoup. Vous avez un replay de la partie théorique, mais pas de l'atelier. Oui, non, tout à fait. Enfin, je comprends, ça c'est vraiment une notion de confidentialité, donc je respecte totalement. Oui. Merci. 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 Mathilde. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, Mathilde. Oui. Alors, moi, je suis là, donc je suis en apprentissage en dernière année de master responsable ressources humaines. Et donc, qui dit ressources humaines, je suis toujours soif de connaître les gens et d'apprendre. Et si j'avais pu participer à tous les ateliers de ces 2 jours et toutes les conférences, je l'aurais fait, mais il a fallu faire un choix. Voilà. Et merci de nous avoir choisis. Voilà, ça m'a beaucoup intéressée aussi parce que sur un plan personnel, depuis quelques mois, voilà, je ne vais pas m'étaler ou donner des détails, mais j'essaye d'accepter mes émotions, ce qui est une chose assez compliquée pour moi. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup parlé, ce sujet-là. Donc, je n'ai pas hésité à m'inscrire dès que j'ai reçu le mail. Voilà. Très bien, Mathilde. Merci beaucoup. Merci. Hugo, est-ce qu'on restait Olivier?
Oh, ça n'a pas l'air à Ouais. fonctionner, hein. Bon, alors on va passer à Hugo. Désolée, Olivier. On reviendra peut-être plus tard. Hugo? Anissa? Hugo n'a pas de micro. Ah, Hugo n'a pas de micro. Oui. Vous m'entendez? Oui. Anissa, oui, on t'entend bien. Ok. Moi, Bonjour, c'est Anissa. un sujet. Oui, bonjour. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je suis souvent confrontée à justement cette gestion des émotions et c'est parfois difficile, que ça soit dans le milieu professionnel ou dans le cercle privé. Donc, moi, j'ai pas d'attente particulière. C'est vraiment toujours voilà, c'est apprendre, se remettre en question, essayer d'appliquer des outils ou des techniques ou voilà. Globalement, ce que j'attends de ce mini voyage. OK. Anissa. Merci beaucoup, Anissa. On va pouvoir commencer, Charlotte? On a fait le tour, oui. Je pense qu'on Oui, a fait c'est le très tour. bien. Attends un Parfait. peu que je remonte au début. Voilà. Et donc, on va Charlotte, tu commencer m'entends? par... Pardon? Oui. C'est Olivier, je voulais Ah, juste savoir si bonjour, mon micro. Olivier. Oui, ça revient, Bon, super. bon, excellent. Les C'est joies de la beau. technique. Ouais. Oui, je voulais juste vous signaler mes motivations sur cette conférence, cet atelier. En fait, moi, ça fait pas mal d'années que je travaille en entreprise et puis je vois depuis plusieurs mois et même un peu plus que la pression est de plus en plus forte encore, tout s'accélère et puis l'après-Covid vient encore donner un coup de booster à toute l'activité en entreprise et toute cette pression, ça crée des tensions dans les équipes, ça génère du conflit, ça demande de gérer aussi, maîtriser ses émotions pour garder une certaine sérénité dans le travail. Donc voilà, donc je suis venu un petit peu écouter et puis partager ce que vous avez à transmettre peut-être sur tout ça. Excellent. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Olivier. Je te rends tout le contrôle, Victorine. Voilà. On va commencer sur la partie théorique avec des gros guillemets, parce que je ferai des liens réguliers sur le corps et l'entreprise, sur les émotions. Donc, concrètement, les émotions, jusque dans le début des années 80, elles n'étaient pas étudiées en sciences, peu étudiées. On a d'abord mis en valeur tout ce qui est cerveau cognitif, intelligence cognitive, donc on a qualifié de QI, quotient intellectuel, à partir des années 1920. Et en fait, les émotions, elles étaient vraiment considérées comme de la faiblesse, de la vulnérabilité, de quelque chose qu'il fallait laisser à l'extérieur, en fait à l'intérieur du foyer, voire même à l'intérieur de soi. Et donc, on n'a pas tellement pris en compte leur importance, leur décodage, leur fonctionnement, outre sur la scène de théâtre, tous ces endroits, en fait, finalement, où elle était vulgarisée ou même moquée, où elle était un outil de rire, mais absolument pas un outil de compréhension de l'autre et de soi. Et en fait, depuis quelques années, on voit un mouvement un petit peu différent. Alors, Laloux, il distingue, c'est un auteur qui travaille sur les modes d'organisation, il distingue le masculin et le féminin. Le masculin qui est très valorisé dans l'entreprise, à savoir la capacité à prendre des décisions, à être dans l'action, à foncer. C'est un peu caricatural, mais c'est comme ça que les clichés se répandent en entreprise. Et l'aspect féminin, plus doux, plus dans la patience, dans la compréhension de l'autre, l'acceptation, le côté introspectif, est plutôt mis à l'écart de l'organisation. Et donc, depuis quelques années, on observe un mouvement de réintégration ou d'intégration tout court, en fait, d'inclusion de ces notions-là pour comprendre en quoi elles peuvent être une force plutôt qu'une faiblesse. Et finalement, c'est accepter de mettre... alors, on entend ça de manière un peu galvaudée, mais remettre un peu l'humain au cœur des organisations en le considérant comme ce qu'il est, un être humain. Et un être humain est doté d'émotions.
Donc, on passe petit à petit, on a pu le voir dans d'autres conférences, d'une entreprise très mécanique, très processuée avec des données d'entrée, données de sortie. Enfin, il n'y a rien d'humain dans tous ces vocabulaires-là, à une organisation où on va parler de collectif, on va parler de manager humaniste, on va parler d'écoute, on va parler d'intelligence collective, etc. Et tout ça, finalement, c'est accepter de considérer les êtres humains pour ce qu'ils sont, à savoir non pas des machines, mais bel et bien des êtres humains. Et donc, pour pouvoir vous décortiquer un peu avec vous les émotions, je vais commencer par quelque chose d'assez sommaire, en fait, que sont de les identifier pour pouvoir faire en sorte qu'on parle de la même chose. C'est ce qui va créer notre langage commun sur la séance à venir. Donc, je vais y passer assez rapidement, mais vous allez voir, ça va être assez important d'essayer de se souvenir dans vos propres expériences et votre capacité à identifier justement vos propres émotions. Donc, d'abord, il faut savoir que le mot émotion, il vient du latin emovere. Ça veut dire quelque chose qui part de soi pour aller vers l'extérieur. Donc, on voit bien que le mouvement intérieur, à un moment donné, si on veut pouvoir faire la boucle et clôturer ce mouvement, il faut qu'il ressorte pour faire la boucle de rétroaction ensuite. Mais c'est vraiment de là dont ça vient. Donc, ne pas perdre cette origine pour après pouvoir faire le lien avec les conflits va être important. Ensuite, il y a une distinction importante aussi, c'est la distinction entre les émotions et les sentiments. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus et qui démontrent qu'aujourd'hui, on a 6 émotions principales dans l'être humain qui sont composées chacune des émotions de plusieurs sentiments. Donc, ce n'est pas aussi cartésien que ça. En réalité, vous pouvez avoir des sentiments qui viennent se rattacher à plusieurs émotions. Mais pour pouvoir se rendre clair auprès des autres sur, on va y revenir après, mais les besoins qui sont associés à chaque émotion, arriver à identifier et à faire le distinguo justement entre tous ces éléments va être important. Les sentiments, en fait, pour faire simple, ce sont les degrés. Vous savez, du gris clair au gris foncé. Donc, par exemple, la joie, vous allez retrouver apprécier quelqu'un, puis l'amour, l'amour avec un grand A. Donc, vous allez avoir toute cette palette finalement de sentiments qui vont vous aider à caractériser votre émotion et du coup, à être clair à la fois avec vous-même sur ce que vous ressentez, mais aussi avec l'autre, de telle sorte que dans la relation, il y a quelque chose d'assez harmonieux qui peut se jouer. Il n'y a pas de hiérarchisation entre chacune des émotions qui est présentée ici. En fait, c'est ce qu'on va voir ensemble et c'est en tout cas une de mes attentes, si on peut le dire de cette manière-là, c'est de comprendre que chaque émotion a son rôle et qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans nuit, enfin sans ombre. Il ne peut pas y avoir de soleil sans pluie. Enfin voilà, il y a toujours une face sombre et une face claire. Et en fait, la colère n'est que la façon de la joie ou la tristesse que la façon de la joie, mais elles ont un rôle. Et lorsqu'elles surviennent, il y a de réels enjeux à comprendre derrière. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui avec Charlotte. La joie, c'est le sentiment le plus compris par nous tous. Le déclencheur, c'est un événement positif et bien, ça va se traduire par des descriptions physiques assez simples à recevoir. L'ouverture corporelle, on a plutôt des personnes ouvertes au niveau du corps, au niveau du visage. On va avoir des sourires, du rire. Et en fait, ça libère de la dopamine. Et donc, c'est pour ça qu'on est en recherche permanente de cette émotion-là. Parce que dans le cerveau, il y a quelque chose qui se passe et qui crée une sorte d'addiction à. De la même manière que des coureurs peuvent... on dit souvent que ça devient une addiction à partir d'un certain moment parce qu'il y a une hormone qui se déclenche et qui nous rappelle « Ah, je cherche ça ». Et la joie, c'est vraiment l'émotion qui nous permet, et c'est ce qui nous guide au quotidien, de pouvoir aller rechercher cette émotion le plus souvent possible. Le besoin associé à ça, c'est le partage. La joie, elle est faite pour être partagée. Être joyeux tout seul, on va appeler ça la sérénité, l'harmonie, c'est un des sentiments de la joie. Et le besoin le plus associé à la joie, c'est le partage. Et dans les sentiments associés, je vous ai remis quelques exemples, je ne vais pas m'étendre dessus, le plaisir, la jovialité, le soulagement, l'enchantement, l'amour, la satisfaction. Ce sont vraiment des exemples pour aller creuser un petit peu cette émotion. Et dans l'entreprise,
Ce sont ces moments de réussite de projet, les moments qu'on partage avec les autres de manière ouverte, et j'en passe et j'en passe. La tristesse, de son côté, le besoin qui est derrière, c'est un besoin, le déclencheur, c'est quand il y a un besoin non assouvi, un désir non satisfait, ou quelque chose qui s'est passé et qui va provoquer en l'autre un sentiment de deuil, de perte, ce genre de déclencheur. Les descriptions physiques, elles vont être à l'inverse de la joie. Donc, c'est un renfermement corporel, un abaissement de toutes les sensations corporelles, à savoir le cœur, la respiration, et on est presque dans une immobilisation musculaire. Et les besoins associés, la tristesse, ce qu'elle veut vous dire, cette émotion, quand vous la ressentez, c'est le besoin d'un repli sur soi, de prendre soin de soi, de se retrouver avec soi-même pour pouvoir faire le deuil de cette émotion avant de repasser sur une autre émotion. Donc, ce sont des émotions qui peuvent durer de 10 minutes à des mois. Enfin, y a pas en termes de temporalité, ça ne se mesure pas de cette manière-là. Les sentiments associés, vous voyez, on va aller du cafard, le petit cafard du dimanche soir avant de reprendre le travail, jusqu'à la déception. Ça peut être la déception amoureuse, la trahison, donc la trahison qui se rattacherait plutôt aux tristesse et colère, mais le désappointement, l'abandon. Et dans l'entreprise, la tristesse, je vous laisserai chacun vous auto-questionner sur des moments où vous pouvez la ressentir et de quelle manière est-ce que à ces moments-là, avoir identifié le besoin qui est derrière pourrait vous aider. La colère, de son côté, c'est aussi un besoin non assouvi ou un désir non satisfait. Par contre, les descriptions physiques, elles sont autres. On est dans un état d'agression, c'est-à-dire que le corps, il va aller vers l'extérieur. On va se retrouver avec une fermeture corporelle au niveau des visages, donc positionnement des sourcils, des rides, des yeux, fermeture corporelle, les poings sont fermés, etc. Mais par contre, le mouvement du corps va plutôt vers l'autre, puisque la colère, c'est un besoin de rentrer en confrontation. On reviendra dessus tout à l'heure avec Charlotte sur la gestion des conflits, puisque c'est un des modes de gestion de conflits qui aujourd'hui existent, en tout cas une des réactions possibles. On y reviendra tout à l'heure. Et les besoins associés, c'est vraiment un besoin de se défendre, de décharger son émotion sur la personne ou l'événement qui peut être à l'origine de la colère ou pas. Et c'est justement ce sur quoi on essayera de revenir tout à l'heure dans la nécessité d'identifier cette émotion pour mieux la contrôler, puisque c'est une des émotions les plus dévastatrices. Dans les sentiments associés, je vous les repartage à l'écrit, mais vous allez aller de l'agacement jusqu'à la rage, la jalousie, l'amertume, l'aversion. Tout ça, ce sont des sentiments associés à la colère. Et dans l'entreprise, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à les retrouver. Ça peut être la frustration, je pense à des personnes qui accompagnent des changements ou des transformations, la frustration de ne pas voir les équipes avancer telles qu'on aurait envie de les voir. Ou alors la colère contre un collègue qu'on entend parler derrière, avoir un discours qui n'était pas forcément celui auquel on s'attendait. Enfin voilà, vous pouvez avoir tous des exemples assez variés à ce niveau-là. Je ne m'étends pas dessus. Et donc, vous voyez sur la petite image, la colère, on est vraiment sur la personne qui va vers l'autre. Donc, on a une fermeture du visage et du corps. On voit que ses épaules sont serrées, etc. Mais par contre, il y a un mouvement, puisqu'il y a un besoin de se défendre ou de décharger. La peur, je vous ai laissé la même image, puisque la dame qui reçoit, elle est plutôt dans une situation de blocage. Et donc, ça me permet de faire le lien avec cette description physique qui est la sueur, l'emballement cardiaque, le visage pâle, les jambes tremblantes. Le corps est en alerte maximale, puisqu'en fait, si on reprend de manière un peu caricaturale l'histoire de la préhistoire, la peur, elle était vraiment associée à la fuite, un vrai besoin de se défendre. Et donc, ça me permet de faire le lien avec mes besoins associés, que sont la fuite et la protection. Et on va avoir différents niveaux de sentiments. L'anxiété, par exemple, c'est un des sentiments de la peur. Le stress, c'est un des sentiments de la peur. Donc, par exemple, franco-mastériens qui ont des soutenances de fin d'études,
Le stress est un sentiment lié à la peur. Donc, quelle stratégie vous allez pouvoir mettre en place à partir d'un événement comme ça? Eh bien, finalement, arriver à identifier la bonne émotion va vous permettre de pouvoir mettre en place une stratégie adaptée. Je vais avancer assez vite sur le dégoût et sur la surprise, car ce sont des émotions un petit peu moins communes. On pense au dégoût quand il y a un besoin de se protéger des choses qui pourraient nous tuer ou nous blesser. Donc, je vous ai remis plusieurs sentiments associés, mais on ne souhaitait pas particulièrement se pencher dessus. C'était juste pour vous remettre en perspective le fait qu'ils existaient. Avec la surprise, où là, on est plutôt sur un sentiment de très courte durée. On parlait de temporalité tout à l'heure. La surprise est un sentiment très court, enfin une émotion très courte, pardon, qui survient. Et en fait, après la surprise, survient forcément une autre émotion. Donc, ça peut être au moment où on reçoit un choc, une incompréhension, quelque chose d'inattendu, peut s'ensuivre la joie. Vous croisez quelqu'un dans la rue, d'abord, vous allez ressentir la surprise, puis ensuite la joie. Quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un que vous n'avez surtout pas envie de voir, vous allez plutôt ressentir de la colère ou de la peur, voire même de la tristesse dans certaines situations. Donc, le besoin associé, c'est un effet neutre. Le besoin, il sera celui de l'émotion qui suit cette émotion-là. Là, c'était vraiment histoire de vous remettre en perspective le panorama des émotions pour qu'on parle de la même chose pour après, et notamment pour l'atelier. L'émotion, aujourd'hui, on la mesure scientifiquement d'une certaine manière, avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, aujourd'hui, les études démontrent qu'on aurait trois cerveaux, alors, avec des sphères particulières. L'intelligence cognitive, donc celle dont je vous parlais au début, je ne reviendrai pas dessus. Vous avez l'intelligence sociale, donc l'intelligence relationnelle, ça c'est dans votre interaction avec les autres. Et l'intelligence émotionnelle, la capacité justement à identifier, comprendre et gérer ses émotions. Je vous ai remis des définitions en perspective. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on est avec, du verbe naître, et ensuite il se passe, enfin voilà, ça n'évolue pas. Non, l'intelligence émotionnelle, ça se travaille, puisqu'en fait, on a pu identifier que l'intelligence émotionnelle était composée de plusieurs compétences. On va retrouver l'empathie, on va retrouver l'écoute, on va retrouver un certain nombre de compétences propres à l'intelligence émotionnelle qui vont pouvoir se travailler, se développer de telle sorte à ce que votre intelligence émotionnelle grandisse et vous permette un mieux-être avec vous pour un mieux-être avec les autres. Donc, c'est important de garder ça en perspective. Ce n'est pas figé. On ne naît pas empathique ou à l'écoute. On peut avoir des prédispositions à, mais ce qu'il est important de savoir, c'est surtout que vous pouvez devenir ce que vous avez envie de devenir. Et ça ne dépend que de votre capacité à vous mettre en mouvement pour aller travailler ces éléments-là. Donc, on observe différents effets à cette intelligence émotionnelle, les différentes compétences dont je viens de vous parler dans les relations à soi et à l'autre, qui peuvent générer soit de l'engagement, mais aussi du bien-être dans l'organisation. Donc, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais je vous le remets en perspective pour bien comprendre le rôle des émotions. C'est pas forcément, c'est à la fois se sentir mieux avec soi, mieux se comprendre, et in fine, l'indicateur, si je peux parler comme ça, dans l'organisation, qui en ressortira, ce sera celui du bien-être au travail. C'est un des éléments pour aller vers. Le rôle de l'émotion dans la naissance du conflit, il est multiple. En fait, une émotion non contrôlée ou une émotion non assumée peut conduire à des non-dits. Et les non-dits, ils ne vont pas juste rester dans votre tête un temps et ensuite sortir de votre corps ou de votre esprit. Le non-dit, il reste, et puis en fait, il grandit. Puis à un moment où l'élastique émotionnel, il se retire, il est retiré par un autre événement qui viendra toucher ce non-dit-là, mais indirectement, inconsciemment, et ben il pète. Et donc, vous avez une réaction émotionnelle et comportementale qui sera disproportionnée par rapport à la réalité de l'événement que vous êtes en train de vivre. Mais en réalité, l'origine, elle sera sur ce fameux non-dit, le truc que vous n'avez jamais osé dire,
et qui se réveille parce qu'il a besoin de sortir, puisque l'émotion, c'est aller vers l'extérieur. Le rôle de l'émotion dans la naissance du conflit, ça peut aussi être le report de l'émotion. Donc, ce que j'entendais par là, c'était un individu A me cause, je ne sais pas, de la colère, me fait éprouver de la colère, et plutôt que d'aller expliquer à cette personne ce sentiment-là, je vais aller le faire vivre à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas forcément conscient. Mais c'est juste que je reporte mon émotion sur quelqu'un d'autre pour des raisons diverses. Ça peut être un manque de courage, ça peut être de la peur, ça peut être plein d'autres raisons qui vont déporter le problème à un autre endroit. Ensuite, un autre rôle de l'émotion, et là plutôt positif, ce serait l'écoute et la gestion de son émotion. Et donc, qui vont nous permettre de rentrer dans des phases de gestion de la relation ou de gestion de soi qui soient constructives, collaboratives, et qui nous permettent de grandir du fait de cette émotion ressentie, analysée et comprise. Et donc, on voit bien qu'à la source de tout conflit, finalement, puisque un conflit est né entre deux personnes, alors des fois entre soi et soi, mais on pourrait peut-être considérer qu'on a plusieurs personnalités en nous. À l'origine de ça, il y a toujours une émotion qui est ressentie. Projetez-vous dans différents conflits que vous avez pu déjà connaître et vous verrez à aucun moment, soit la peur, soit la colère, soit la tristesse n'a pas été à l'origine d'une relation à deux qui tournait pas comme on aurait voulu qu'elle tourne. Et donc, c'est en ça qu'on va commencer à faire du lien avec cette notion de conflit. C'est à partir de cette émotion, quelle stratégie je décide de mettre en place pour résoudre, apprendre, construire à partir de cette relation à deux dont est né un conflit, une discorde, un désaccord. On pourra y mettre le degré que l'on souhaite. Je ne t'entends pas, Charlotte. Ton micro, il est coupé. Si vous avez des questions, voilà. Je cherchais le bouton. Je cherche toujours le bouton. Me voici. Et on va aborder le style de conflit, le style de gestion des conflits en passant par le style de leadership. Parce que c'est souvent le leader qui va justement avoir la tâche et la prérogative et le cadeau partagé de gérer les conflits. Alors, donc, la collaboration générative, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai pas manqué le contrôle? D'accord. Alors, donc, clique encore. Elle va au-delà de la simple collaboration parce qu'elle ajoute la notion de co-développement. On va voir que c'est très important là, quand il va être question de conflit. On veut chercher à ce que l'autre donne le meilleur de lui-même et le mettre activement au service du projet ou de la situation qu'on a devant soi. Oui? Ce processus d'équipe qui assure que nous allons ensemble là où nous voulons aller et au-delà, parce que la collaboration peut assurer qu'on va où on veut aller, mais pour aller au-delà, ça va prendre de la générativité. La collaboration additionne les forces, la collaboration générative les multiplie. Alors, on va faire 2 plus 2, ça va faire plus que 4. Il y a différentes façons d'apprendre et c'est ce que la collaboration générative essaie d'illustrer aussi. On peut apprendre comme un bol plein. Je sais déjà tout ça. Alors, le bol est plein, il ne rentre plus rien. On peut apprendre comme un bol troué. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, comme on dit ici. On peut apprendre comme un bol renversé. Il n'y a rien qui entre, rien de neuf. En fait, on est refermé, mais sur un vide aussi, ou comme un bol vide. Alors, voyons ce que je peux en retirer et je peux revisiter le contenu comme si c'était la première fois. Alors, c'est un petit peu l'avenue qu'on va explorer ensemble. Oui. Alors, il y a 3 grands pièges à éviter dans le travail d'équipe. D'abord, c'est être en compétition parce que si on est en équipe, ça veut dire qu'on combat son ami.
c'est pas une bonne idée. On doit éviter aussi l'absence de collaboration parce que l'indifférence est parfois pire que la haine et tous les dérivés de la colère. Et la collaboration tout court parce que additionnons nos actions, quelque part, peut-être qu'on se limite en faisant ça. On ne va pas aussi loin qu'on voudrait aller et qu'on pourrait aller. Parallèlement, le leader peut imposer ses idées. C'est ce qui arrive quand on impose, quand on est un dictateur. Le super dirigeant qui veut sauver le monde de lui tout seul. Là, cette personne-là ordonne. Elle donne des ordres, elle impose. Le leader peut aussi ne pas intervenir. Alors, ça, c'est le mode de ne rien faire du tout, d'être indifférent. On n'intervient pas, on utilise un style de gestion laisser-faire. On camoufle des exigences derrière des souhaits vagues. Alors, c'est le patron qui arrive le vendredi soir et qui nous dit « ça serait bien si c'était fait pour lundi matin » et qui se surprend le lundi matin que rien soit fait. Parce que cette personne-là se sort d'équipe dans le fond. Oui, et on peut favoriser la collaboration générative, c'est aller ensemble où nous voulons aller. On formule des demandes claires, on prend les réponses pour ce qu'elles sont aussi. Alors, si je demande clairement à quelqu'un et si la personne me répond non, probablement avec explication, mais si elle me répond non, ben je le prends le non. C'est tout ce que j'ai à faire parce que ça a été clair et ça a été, ma demande était claire. Il faut quand même s'assurer, j'aime pas les il faut, c'est important de s'assurer que la demande a été comprise comme on l'a formulée, c'est-à-dire qu'on a le même langage du leader aux gens qui vont réaliser la tâche. Oui. La collaboration générative, c'est sûr, c'est ralentir, mais c'est pour aller plus vite ensuite. Parce qu'un coup que ça s'est établi, on peut bâtir beaucoup plus facilement ensemble. Tous sont partie prenante de la décision. Ça explique qu'on ralentit, mais ça explique aussi qu'on va plus vite parce qu'on va dans une direction qui est commune et qui a été établie ensemble. L'ensemble du groupe se responsabilise pour partager l'autorité. Alors, quand on parle de leadership partagé, ça fait aussi partie de ça. C'est un leadership qui va avec la tâche à accomplir ou avec la spécialisation ou les capacités spécifiques d'une personne. La collaboration tout court est une addition des forces. La collaboration générative en est la multiplication. Alors, je pense que je viens de boucler la boucle sur la collaboration générative. Et on peut la guider aussi. C'est important d'inclure les travailleurs de façon flexible, de donner un pouvoir réel aux participants par le dialogue. Quand je disais, on formule des demandes claires et on prend la réponse pour ce qu'elle est, on s'explique bien sûr de part et d'autre pour s'assurer que nos dictionnaires sont synchronisés, mais ça donne un pouvoir réel aux participants par le dialogue. C'est l'importance d'un leadership de terrain aussi. Si on est dans notre tour d'ivoire et qu'on essaie de mener une collaboration générative, on ne guidera rien du tout, puis il n'y aura aucune collaboration générative, à moins qu'elle arrive en dehors de nous. Puis ça, c'est parce qu'il va y avoir un autre leader qui va avoir pris le relais. Il y a une nécessité d'exercer un suivi parce que ces gens-là, quand nos gens vont manquer de ressources pour une raison ou pour une autre, il faut s'assurer qu'on est en mesure de les aider, de les supporter, de leur fournir les capacités, les apprentissages dont ils ont besoin. Et les conflits, parce que c'est là qu'on s'en allait, les conflits expriment la diversité et sont vus comme des contributions positives au développement de l'équipe. C'est ça, dans une collaboration générative, c'est une expression des différents points de vue et avec plusieurs points de vue, peut-être qu'on peut faire une carte du monde qui ressemble plus au vrai monde, au territoire. Alors, il y a des styles de gestion de conflits. Il y a 5 modes de gestion de conflits qui ont chacune leur utilité en réalité. Alors, il y a l'évitement, l'accommodement, le compromis, la compétition et la collaboration. C'est tiré en grande partie des travaux de
suivante, Blake et Mouton, qui maintenant travaillent séparément, si je me souviens bien. Mais à l'époque, quand ils ont commencé, ils ont tout de suite établi ce graphique où on voit que par degré d'importance accordé aux autres et par degré d'importance accordé à la tâche, que la collaboration accordait beaucoup d'importance à la tâche et beaucoup d'importance aux autres. Que le compromis, dans le fond, accordait une importance moyenne à la fois à la tâche et aux autres. Et on va voir pourquoi c'est comme ça. L'affrontement, lui, accorde aucune importance aux autres, mais accorde toute l'importance à la tâche. L'esquive accorde d'importance à rien du tout. Et l'apaisement accorde beaucoup d'importance aux autres, et même énormément, et très peu à la tâche. Alors, c'est pas, et on accorde en fin de compte très peu d'importance à soi-même aussi quand on fait de l'apaisement. Donc, on va commencer par l'évitement. L'évitement, je vous rappelle, c'est accorder beaucoup d'importance aux autres et très peu à soi et très peu à la tâche. On remet à plus tard, on cache ses sentiments, on change de sujet, on sort de la pièce, on quitte le projet. Tout ça, ce sont des manœuvres d'évitement. C'est inapproprié quand l'enjeu est très important et que retarder la résolution va empirer la situation. C'est très clair que si j'évite, à un moment donné, elle va nous revenir en pleine face. Ça frustre les personnes impliquées dans le conflit. Ça n'aide pas le groupe à résoudre le problème. Ça permet de gérer le conflit temporairement, mais c'est une illusion parce que ça ne permettra jamais de résoudre. Si on évite un conflit, si on le balaie sous le tapis, tôt ou tard, il va revenir nous hanter. Suivante. Alors, on peut l'utiliser si les enjeux ne sont pas très importants et qu'il n'y a rien à perdre. Si on manque de temps pour faire face à un problème, c'est sûr que si on l'évite, on le met de côté et on ne s'en occupe pas. Si le contexte est inadéquat, ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas le bon moment. Je dis toujours que toute vérité est bonne à dire. Il faut savoir choisir son moment, il faut choisir ses mots. Et si on ne peut pas choisir son moment, il faut drôlement choisir ses mots. Alors, à ce moment-là, c'est clair qu'on fait temporairement de l'évitement le temps qu'on trouve nos mots. Il y a urgence de questions plus importantes. Il y a peu de chances d'avoir des réponses aux préoccupations. Alors, si je suis la seule à me préoccuper de ça, si je l'évite, personne ne va s'en occuper. Sauf que le danger, c'est qu'il y a d'autres mondes aussi qui veulent avoir, qui ont ces préoccupations-là, puis qui aimeraient avoir des réponses et qui évitent eux autres aussi. Alors, tôt ou tard, ça va revenir. Il y a un manque total de préparation. On est pris de court, on a besoin de temps pour réfléchir, pour recueillir de l'information. Alors, il y a trop d'implications. Ou alors, il y a trop d'implications émotionnelles et d'autres peuvent mieux réussir à résoudre le conflit. Ça, on peut faire ça aussi. Dans ces conditions-là, l'évitement peut être une solution du moins temporaire, mais ça ne résoudra pas le conflit. L'accommodement. L'accommodement, c'est se sacrifier. C'est ce qu'on appelait aussi l'apaisement dans le graphique de Blake et Mouton. C'est se sacrifier, c'est laisser tomber ses propres préoccupations pour répondre à celles de l'autre. C'est à proscrire pour les questions importantes qu'il faut considérer immédiatement. Parce que si je cède tout, c'est certain que je ne serai jamais satisfaite de ça. C'est perdant-gagnant, alors c'est moi qui perds. Ça permet de gérer le conflit temporairement, mais pas de le résoudre. C'est-à-dire c'est la personne qui accommode, qui est perdante, et ça ne le résoudra pas parce que moi, tôt ou tard, je vais être malheureuse de ça. Et même sur le coup, je vais être malheureuse de ça. Suivant. Quand l'enjeu est c'est utile quand l'enjeu est plus important pour l'autre personne que pour soi. C'est quelque chose qui me préoccupe pratiquement pas, mais que l'autre personne, elle, il trouve énormément d'importance. Ça, l'accommodement est utile. C'est utile aussi quand on se rend compte qu'on avait tort. On s'était entêté sur quelque chose, puis on s'aperçoit, il y avait cet élément-là que je ne savais pas. Alors, accommoder peut permettre de calmer le jeu. Quand la poursuite de la compétition serait nuisible et qu'on ne gagnera pas. Alors, si on voit qu'on ne gagnera jamais, puis on fait face
On va y revenir à un rouleau compresseur. Ça, c'est probablement l'accommodement qui est le plus immédiatement prometteur. Quand on veut préserver l'harmonie et que c'est l'enjeu le plus important. Dans ce temps-là, on va tendre à accommoder. Suivant. Le compromis, qui semble être à première vue, être une solution extraordinaire, parce que chaque partie gagne, mais elle perd en même temps aussi. Ça ne fonctionne pas si les demandes initiales sont trop grandes et qu'il n'y a pas d'engagement à respecter le compromis. Ça, respecter le compromis, on va y revenir dans une seconde, c'est vraiment l'engagement qui est la clé de ça et qui peut le faire et le défaire. Puis, elle va souvent le défaire. Ça ne permet pas toujours de résoudre le conflit de façon définitive à cause de ça. Suivante. Les buts sont, alors c'est utile quand les buts sont modérément importants, tout en ne motivant pas l'usage de stratégies plus péremptoires, plus définitives, plus strictes. Quand les personnes sont de statut égal et également engagées, parce que là, les deux perdent égal. Il faut que les parties soient également engagées, parce que s'il y en a une qui est plus engagée que l'autre peut se désengager et renier le compromis et en vouloir seulement gagner. C'est quand on cherche un règlement temporaire sur des enjeux complexes. C'est quand on veut obtenir aussi des solutions expéditives à des questions importantes. Et comme solution de rechange, quand la compétition et la collaboration ne fonctionnent pas. Il est assez clair que dans le cas du compromis, si une des deux parties manque à ses engagements, parce qu'un jour, ça lui reproche d'avoir perdu quand même un peu, elle ne considérera pas cette personne, ou du moins pas nécessairement, que son vis-à-vis a aussi perdu quelque chose. Tôt ou tard, c'est possible que qu'une des deux personnes, une des deux parties, veuille regagner ce qu'elle a perdu. La compétition maintenant. C'est une stratégie gagnant-perdant qui est axée sur le pouvoir. Dans le fond, c'est un petit peu ce qui amène l'accommodement dans certains cas, mais c'est un accommodement qui est imposé, qui est axé sur le pouvoir donc, et ça n'améliorera pas l'aptitude du groupe à travailler ensemble, ça va réduire la coopération, parce que se faire imposer quelque chose, personne n'aime ça. Ça permet de résoudre le conflit, mais ça peut revenir plus tard dans le projet pour nous hanter. Et le mot est très bien choisi parce que ça peut revenir, là, c'est généralement, ça revient. Tôt ou tard, les gens vont renier le dictateur qui a imposé la solution. La compétition, c'est quand vous savez que vous avez raison, mais connaissez-vous beaucoup de leaders, dictateurs qui pensent qu'ils n'ont pas raison à un moment donné? Non, hein? Ben, c'est ça. C'est quand on a besoin d'une décision rapide. Ça, peut-être que ça peut être utile. Quand on fait face à une personne rouleau compresseur et que vous avez besoin de défendre vos droits. Alors, face à quelqu'un qui veut m'imposer une solution et qui est généralement un rouleau compresseur, que ce n'est pas ma première expérience, éventuellement, peut-être que je vais essayer de mettre mon pied par terre et cet épisode de compétition pourrait être pris en compte dans une résolution plus permanente par la suite. Et c'est là qu'on s'en va, dans la collaboration. La collaboration, il n'y a ni gagnant ni perdant. En fait, tout le monde gagne parce que c'est une recherche commune d'une solution qui est satisfaisante pour tous. Elle est moins indiquée quand le temps est limité, que les gens doivent agir avant de résoudre le conflit ou s'il manque de confiance, de respect ou de communication au sein du groupe. Si quelqu'un dans ce groupe-là et qui est une partie prenante relativement importante du conflit, ou même qui est une partie un petit peu latente et cachée du conflit, si cette personne-là n'a pas de respect, si cette personne-là n'a pas de confiance, cette personne-là ne communique pas, si elle est latente parce qu'elle ne communique pas, et qu'elle va pouvoir essayer de miner la collaboration. Ça, il faut prendre garde à ça. Cette situation-là, par contre, permet de résoudre objectivement et définitivement le conflit.
Ça, c'est le bon côté de la chose. Et c'est un côté extrêmement important de la chose. La collaboration est importante et essentielle quand d'autres vies sont en jeu, quand vous ne voulez pas prendre toute la responsabilité, quand le niveau de confiance est élevé et que la communication est ouverte et franche. On parle ici de confrontation, pas d'affrontement. La confrontation, il y a le mot con, comme dans avec en latin. Alors, confrontation, c'est faire face ensemble aussi. C'est aussi ça. Alors, quand on veut que d'autres personnes s'engagent et quand on a besoin de venir à bout de la rancune, de l'animosité et des autres sentiments négatifs, parce que ça va résoudre le conflit de façon définitive et ça va nous permettre de bâtir une solution. La meilleure façon de collaborer dans une gestion de conflit, c'est de partir de faire table rase de toutes nos solutions et nos préjugés et de rebâtir ensemble une solution à ce conflit. Oui. Alors donc, ce tableau résume les styles de gestion de conflit, les prémices, la philosophie stratégique, donc pourquoi on peut utiliser un style ou l'autre. C'est intéressant de pouvoir tous les utiliser à bon escient, c'est-à-dire au bon moment, tout en visant, évidemment, quand on est dans une équipe qui est un peu stabilisée, là, à développer un esprit de collaboration. Ça va? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais trop lentement? Est-ce que tout va bien? C'est parfait, Charlotte, pour moi. C'est beau? OK. C'est beau? Excellent. Alors donc,